L'échiquier international, soyez les bienvenus. Bombardement sioniste sur Nusayrat, 210 morts. La liste des marques de la bête s'allonge pour l'entité sioniste. L'ONU ajoute leader du Moyen-Orient à la liste de la honte concernant par exemple les droits des enfants. 15 000 enfants tués à Gaza depuis 9 mois à cause des massacres, des dizaines de milliers d'autres blessés, parfois blessés à vie. Combien sont-ils souffrant de traumatismes psychologiques sur le long terme? Combien d'orphelins? Combien de vies brisées à un âge pourtant précoce? Beaucoup trop surplombés par une communauté internationale inerte au sourire de glace. Les puissances occidentales, sans doute à cause de l'armement américain, regardent ailleurs, même si la rue des capitales, s'époumonne à crier leur honte pour leurs administrateurs. Mais peut-être qu'une puissance, au milieu des postures sans effet, se démarque du jeu démocratique tartuffien. La Russie, ce qui se passe à Gaza ne ressemble pas à une guerre, mais plutôt à un anéantissement d'une population, dixit Vladimir Poutine. La Russie est dans une position équilibriste, seul pays à avoir des liens avec l'ensemble des protagonistes. Mais comment peser ou influencer sur la situation avec d'un côté l'embroglio ukrainien et le corollaire de la guerre russo-otanienne qui se profile et surtout un dossier du Moyen-Orient monopolisé par Washington? On tente de dénouer la question avec notre invité du jour, c'est dans une poignée de secondes. Et on a voulu s'intéresser aujourd'hui éventuellement sur le dossier palestinien, mais comment celui-ci est vu du côté de Moscou. On va parler aussi d'autres sujets connexes, bien sûr, de la thématique du jour. Et pour enrichir les échanges, je reçois avec plaisir la politologue et juriste en direct de Moscou, Karine Béché-Golovko. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Alors, Karine Béché-Golovko, première question d'abord. Beaucoup de capitales occidentales, mais pas que, ont donné de la voix pour dénoncer ce que la Cour pénale internationale décrit comme un plausible génocide. De Moscou, là où vous vous trouvez, comment analyse-t-on la situation dans les médias? Le président Poutine, on le sait, mercredi, parle de volonté d'anéantissement total d'une population razaoui. C'est vrai que les médias en Russie ont une position, on va dire, assez critique par rapport à ce qui s'appelle un génocide, ce qui est commis actuellement par Israël. En revanche, en tant que juriste, se pose quand même très sérieusement la question de la compétence de la Cour pénale internationale pour examiner cette question, puisque cette juridiction internationale ne peut agir que contre les pays qui reconnaissent sa compétence. Et on voit ici que la question est quand même difficile avec Israël. Et c'est pour ça que les pays occidentaux soulèvent la question. En revanche, on appréciera beaucoup leur hypocrisie parce que lorsque la Cour pénale internationale avait adopté des mandats, notamment contre Vladimir Poutine et d'autres personnalités russes, la Russie non plus n'a pas reconnu la compétence de la Cour internationale, cela n'est dérangé nullement. Donc, bon, mis à part cet aspect juridique et cette hypocrisie internationale à laquelle nous sommes malheureusement bien habitués, effectivement, la Russie a une position qui est assez légitimiste dans le sens où elle s'appuie sur cette résolution de l'ONU qui prévoyait la mise en place de 2 États. Et elle, c'est sa politique, c'est sa ligne politique en disant que d'une manière générale, ce conflit ne peut être dépassé que s'il y a réellement la mise en place d'un État palestinien comme il a eu la mise en place de l'État d'Israël. Or, nous voyons que la politique menée par Israël dans ce conflit est une politique d'anéantissement total de la Palestine et des Palestiniens sous couvert de lutte contre le Hamas. Puisque pour eux, en fait, tout Palestinien est a priori un membre du Hamas, donc est une cible légitime. Ce qui explique aussi la facilité avec laquelle ils tirent sur les camps de réfugiés, ils tirent sur les hôpitaux, ils en fait utilisent le massacre comme un moyen de guerre, ce qui est une violation totale des règles internationales du droit humanitaire, du droit de la guerre, ce qui est effectivement, oui, souligné en Russie, bien sûr.
Alors, Moscou a toujours placé, vous l'avez dit, la création d'un État palestinien comme modalité concernant le dossier qui nous occupe aujourd'hui. Toujours mercredi, le président Poutine revient sur la solution crédible d'un État palestinien pour sortir du conflit définitivement, tout en affirmant, il le dit, nous essayons d'influencer autant que possible en vue d'un règlement du conflit, y compris sur l'aspect humanitaire. Mais il semblerait qu'il y a une marge de manœuvre diplomatique de Moscou un peu limitée à cause, d'un côté, d'un dossier monopolisé exclusivement par Washington et surtout d'un autre avec cette guerre en Ukraine. Vous soulevez effectivement le point extrêmement sensible et difficile à peu près de tout conflit. Et ici, on peut faire un parallèle avec le conflit qui se déroule actuellement en Ukraine, puisque beaucoup de parties qui ne sont pas directement impliquées dans un conflit, en l'occurrence la Russie pour le conflit israélo-palestinien, ou d'autres États en ce qui concerne le conflit qui se déroule en Ukraine, peuvent assez facilement mettre en avant un certain nombre de plans de paix qui, dans l'idéal, effectivement, pourraient même parfois ne pas être mauvais. Le problème est que l'idéal correspond en général assez peu à la réalité politique du terrain et aucun plan de paix réel ne peut être mis en place tant qu'il n'y a pas une volonté des parties en place de réellement réaliser ce plan de paix et d'autre part, là c'est plus en ce qui concerne l'Ukraine, lorsque il y a de fausses parties, c'est-à-dire que l'Ukraine par exemple n'est pas, comme la Russie l'a souligné aussi par voie de Peskov, avec qui négocier, pas avec l'Ukraine. L'Ukraine est une fiction. Donc dans ce conflit israélien, pour revenir à lui, c'est bien le problème, c'est que on voit très bien que Israël n'a aucune volonté de paix. Israël veut raser la Palestine et ils l'ont dit et répété, ils veulent anéantir le Hamas, le détruire complètement. Et ça passe évidemment par un anéantissement complet de la Palestine. Pour eux, seule en fait la disparition de cette entité peut, entre guillemets, garantir leur sécurité, en tout cas dans la vision complètement fanatique qu'ils développent actuellement. Alors, faisons un peu d'histoire, si vous voulez bien. On l'a dit, hein, depuis l'époque soviétique, Moscou a toujours opté pour une position équilibriste dans ce dossier. Et peut-être que l'explication est la suivante, qu'en Russie, il y a, au sein de l'entité sioniste, il y a une communauté russe qui est la plus grande communauté juive du pays. Il y a beaucoup... en effet des Russes juifs au sein de l'entité sioniste. Et puis d'un autre, on a une Russie qui comprend également plusieurs républiques musulmanes. 30 millions de musulmans vivent en Russie, notamment dans le Caucase et la Volga. Ces données peut-être expliquent aussi la diplomatie équilibriste à l'endroit du dossier palestinien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, la Russie est un pays qui a sur son sol les 3 religions du livre et qui a une multiplicité ethnique absolument phénoménale. Donc, elle n'a absolument aucun intérêt à importer chez elle les conflits extérieurs. Alors, cela explique effectivement que elle soit obligée, comme on dit, de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire essayer de garder un certain équilibre à l'international, même si elle peut porter certaines critiques, elle va essayer d'éviter de rentrer directement dans les conflits. Alors, je donne un exemple rapidement, Karine Béché-Golovko. On se souvient par exemple en 2023, à l'aéroport de Makhachkala, capitale du Daghestan, en République musulmane, lorsqu'un vol en provenance de Tel Aviv a été accueilli par une foule en colère. Donc, ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que Moscou appréhende surtout l'effet de contagion dans certains territoires, comme le Daghestan par exemple. Alors pour reprendre cet exemple qui est très, très intéressant, extrêmement significatif, il faut rappeler aussi que ce fut extrêmement bien préparé et pas de la Russie. C'était l'opinion publique d'Daghestan a été préparée
par un certain nombre de mécanismes utilisant les réseaux sociaux, dont on a trouvé certaines sources qui venaient principalement d'Ukraine, ce que peut être soit les Ukrainiens, mais en tout cas géographiquement d'Ukraine, avec, comme on sait très bien, tous ces centres intellectuels et de commandement occidentaux et atlantistes qui s'y trouvent. Donc, la Russie l'a déjà payé assez cher avec les 2 guerres de Tchétchénie, et elle comprend très bien que la question ethnique est une question extrêmement sensible et qui peut être parfaitement utilisée de l'extérieur pour la faire imploser. C'est-à-dire que ce qui n'est pas possible de faire en attaquant la Russie directement, puisque toute attaque extérieure conduit à resserrer les liens ethniques, il est tout à fait possible de le faire de l'intérieur en jouant la provocation. Et l'un de ces éléments de provocation, notamment, a eu pour résultat l'incident dont vous avez parlé, qui a quand même été réglé en quelques heures, donc ça a été assez efficace, et derrière, il n'y a eu aucun mouvement de population. Donc je dirais que d'une manière générale, à l'état naturel, hors manipulation, il y a réellement une sorte de consensus. Ensuite, le problème est qu'il y a aujourd'hui en Russie une volonté de déstabiliser la population musulmane en faisant ressortir artificiellement certains griefs, et ça c'est une manipulation même plus géopolitique que politique. Elle viendrait d'où? Elle émanerait d'où, cette manipulation? Alors, on en revient toujours en fait finalement au même centre, c'est-à-dire que la guerre qui se passe actuellement d'une manière générale est une guerre de gouvernance qui nous soit pour protéger cette gouvernance atlantiste globale ou la remettre en cause vers un monde multipolaire, voire à terme un monde souverain, donc d'États souverains. Donc effectivement, c'est dans l'intérêt clairement de ces centres atlantistes de provoquer en Russie, mais ailleurs aussi, l'utilisation des populations musulmanes, utiliser la radicalisation de ces populations afin de les monter contre les gouvernements légitimes et de provoquer des crises à l'intérieur du pays. Comme en Tchétchénie autrefois, par exemple. Absolument. On voit aussi beaucoup plus récemment comment les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont utilisé, par exemple, également les terroristes islamistes dans les conflits en Syrie, par exemple. Alors, bien téméraire, on revient à notre sujet du jour, bien téméraire que celui qui pourrait résumer l'approche de Moscou à l'endroit de la création ou de la question palestinienne, même si on a dit pas mal de choses. On récapitule rapidement. Hein. Au lendemain, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, les diplomates soviétiques optaient pour un genre de territoire biconfessionnel. Et puis tout d'un coup, il y a eu un volte-face. 2 ans après, ce sont les soviétiques qui reconnaissent les premiers un territoire juif bien avant les États-Unis. Et puis plus tard, autre changement, les soviétiques accompagnent les différents mouvements de résistance palestiniens, mais sans trop s'impliquer. Il y a comme ça une relation un peu compliquée, un peu nuancée. Et puis, on fait des sauts chronologiques, mais on est obligé. On a en 91 l'effondrement de l'URSS et la fin donc de l'idéologie communiste athée qui rééquilibre la politique russe du Moyen-Orient avec un rapprochement, encore une fois, de Moscou avec de nombreux pays musulmans, bien sûr, mais aussi des mouvements de résistance comme le Fatah, le Hamas, le FPLP, le FDLP, le Hezbollah. Un rapprochement qu'on doit à un seul homme, Vladimir Poutine, qui est plus pragmatique que la plupart des dirigeants aujourd'hui, il faut le dire objectivement. Il a une approche qui est toujours une approche de réelle politique, que ce soit pour l'intérieur du pays ou pour l'extérieur du pays. Comme à l'intérieur du pays, on le voit toujours depuis sa première présidence, couvrir et les libéraux et les étatistes, on le voit également en politique extérieure, essayer de garder un équilibre au niveau des partenaires de la Russie. Et il faut aussi comprendre, comme vous l'aviez abordé un petit peu, que s'il y a une forte communauté russe en Israël, il y a également une très forte communauté juive en Russie. Donc, c'est important aussi pour la présidence d'arriver à gouverner avec les différentes parties, et cela se traduit effectivement au niveau de la politique extérieure. Alors, un mot sur la guerre en Ukraine. La chute de l'Union soviétique, décrite comme étant la pire catastrophe du XXe siècle selon Poutine.
D'ailleurs, le découpage des frontières ukrainiennes en est un des corollaires. L'Ukraine, loin d'être pacifiée d'ailleurs, car selon vous, on se dirigerait de plus en plus vers une guerre ouverte entre la Russie et l'OTAN, en acceptant par exemple que les armes livrées à l'Ukraine puissent servir à toucher en profondeur le territoire historique russe. Un certain nombre de pays de l'OTAN entrent de plein pied dans le conflit de manière encore plus nette qu'auparavant. C'est inquiétant. C'est extrêmement inquiétant parce que nous sommes face effectivement à un conflit qui est existentiel, hein, et pour l'axe atlantiste, hein, et pour la Russie. Puisque si la Russie perd, hein, en Ukraine, il est évident que le travail qui a été commencé contre l'Union soviétique en 91 sera achevé par une dislocation même physique et géographique du pays, c'est évident. Il y a d'ailleurs plusieurs plans qui ont été annoncés en Occident à ce sujet. Mais c'est un combat qui est également existentiel pour ce pouvoir atlantiste globaliste, puisque la Russie est cette épine qui ne permet pas, en fait, à ce pouvoir globaliste de pouvoir défendre totalement tous ses intérêts. Pourtant, la Russie a quand même largement joué le jeu de la globalisation, en tout cas sur le plan économique, mais elle a simplement demandé une forme de souveraineté sur le plan politique. Et il y a eu, en fait, c'est confronté à un mur où il n'y a pas possibilité de négocier certains aspects. Soit vous êtes souverain, et vous êtes souverain économiquement, politiquement, peu importe les domaines, puisque la souveraineté est une entité. Soit vous faites partie de la globalisation, vous reconnaissez ce mode global avec ses différents cultes numériques, avec ses cultes des migrants, avec ses cultes des minorités, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avoir de souveraineté. Et nous sommes donc dans un combat qui ne peut pas trouver de compromis. Et le fait que ce combat se soit transposé sur le plan militaire, puisque maintenant c'est la dernière phase de confrontation qui a commencé il y a quand même de nombreuses années, et absolument pas du tout en 2022, nous sommes face à un risque d'escalade de plus en plus fort, puisque l'Occident est obligé d'aller de plus en plus loin pour protéger le pouvoir atlantiste. Et malheureusement, nous voyons pertinemment que les élites qui sont en place dans les pays européens, ce sont des élites qui ne sont pas européennes, ce sont des élites qui sont atlantistes. Et elles ne défendent pas les intérêts de la France, les intérêts de l'Allemagne, les intérêts de l'Italie. Elles défendent l'intérêt atlantiste, qui est pour l'instant principalement américain. Donc nous sommes Les intérêts ici... d'une caste. Une caste mondialiste. Une caste gouvernante et qui monopolise un peu comme une sorte de mafia le pouvoir. Et effectivement, quand vous allez de plus en plus loin maintenant en donnant l'autorisation de frapper en profondeur en Russie, parce que, soyons honnêtes, d'un point de vue juridique, le territoire russe est déjà frappé. Lorsque Lugansk a été frappé par un missile hier et qu'un immeuble s'est effondré, c'est juridiquement, du point de vue de la Russie, déjà le territoire russe. Lorsque Belgorod est frappé, c'est déjà le territoire russe. Donc la Russie a été extrêmement patiente et là, elle va devoir réellement faire un choix aussi, parce que le problème, c'est que la dissuasion ne fonctionne que quand l'autre a peur que réellement vous alliez réagir. Et le discours de la Russie ici est quand même toujours assez un peu flou, parce que même hier encore, Poutine parle d'une possibilité de négociation de paix sur la base des accords d'Istanbul en tenant compte de la réalité du terrain. Les accords d'Istanbul, on rappellera quand même, mis à part le fait que le texte n'ait jamais été publié, donc ça reste toujours extrêmement flou, mais qu'il y avait en tout cas cette proposition d'une neutralité de l'Ukraine sur le mode suédois. Depuis, la Suède est entrée dans l'OTAN. Donc il y a quand même, on va dire, du côté de la Russie, un moment où il faudrait quand même essayer de poser un discours qui accompagne réellement l'avancée de l'armée militaire sur le terrain, parce que là, on voit ici une souplesse au niveau du discours politique qui non seulement ne correspond pas à l'avancée réelle de l'armée sur le terrain, même si elle est lente, mais elle est réelle, mais au contraire peut avoir des effets négatifs pour mobiliser les troupes, pour mobiliser les esprits et pour donner confiance aux populations qui attendent l'arrivée aussi de l'armée russe. Par exemple, à Kherson ou à Kharkov, vous avez des mouvements populaires de résistance qui se mettent en place. À mon avis, quand ils entendent parler d'une possibilité de négociation en fonction de la réalité du terrain, je ne suis pas sûre qu'ils se sentent extrêmement à l'aise et protégés.
Alors Karine Béché-Golovko, on termine un peu, enfin il en était beaucoup question d'histoire, mais cette fois-ci il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale, 1941, massacre de Babi Yar, des Ukrainiens aux côtés des SS allemands, massacre des centaines de Juifs, hommes, femmes et enfants. Aujourd'hui à Kiev, Kiev a pour héros national un collabo des nazis, c'est vérifié par l'histoire, Stéphane Bandera, qui a largement contribué d'ailleurs à ces massacres. Et pourtant, lors de la célébration du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie, Macron invite un Ukrainien, Zelensky, et non les représentants russes, la Russie exclue depuis 1984. Juste pour rajouter un petit détail, il y a eu un scandale dans les médias français la semaine dernière, puisque tout à coup, il s'est trouvé que les journalistes ont découvert des tatouages nazis sur les gentils petits soldats ukrainiens démocratiques que la France était en train de former. Ce qui a conduit même la députée locale à envoyer une question au gouvernement. Nous attendons toujours la réponse. Mais sur le plan plus général et historique, on dira qu'effectivement, la France a fait son choix et c'est le choix du déshonneur et c'est extrêmement dommage parce qu'il me semble que la France mérite mieux que les élites qui la gouvernent actuellement. Or, nous voyons effectivement que autant la France en 1940 avait, avec une facilité déroutante, choisi la collaboration, autant maintenant, manifestement, elle recommence. Elle n'a pas choisi, c'est-à-dire elle a perdu la guerre aussi. C'est pas un choix. Elle a perdu la guerre, mais derrière, c'est intéressant lorsque vous lisez un peu les mémoires des résistants, notamment russes, qui étaient en France à ce moment-là, ou de certains résistants français. Même des historiens comme Annie Lacroix-Ris qui dit qu'il y avait une collaboration déjà en amont. Active en amont et même une collaboration, une facilité avec laquelle la population française s'adapte à n'importe quel régime en place. Et on voit aussi la facilité avec laquelle les gens s'adaptent au régime de Macron. Et on voit le résultat. C'est aussi cette différence lorsque vous avez une population qui résiste, même s'ils sont des élites globalistes, ils ont du mal à aller plus loin. Lorsque la population cède sur tous les points, ça commence à être difficile. Et l'on se retrouve avec Biden célébré, expliquant de manière complètement surréaliste que la Russie est une menace pour l'Europe, alors que c'est quand même les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France qui ont soutenu le coup d'État du Maïdan en 2014, qui explique que s'il faut, comme la France, comme les Américains avaient débarqué et libéré la France, seuls manifestement, à ce moment-là, ils sont prêts à nouveau à lutter contre le mal, et cette fois-ci, le mal, c'est la Russie. Donc nous sommes dans une phase de réécriture de l'histoire totale qui se fait avec des élites qui sont complètement vendues à une cause et malheureusement des populations qui sont beaucoup trop passives. Alors on va donner des indications, des précisions, on le rappelle, donc l'Ukraine se battait... Une majorité, on va dire, d'Ukrainiens se battaient du côté des Allemands nazis. La Russie a détruit, elle, la machine de guerre allemande jusqu'à l'ouest, au prix de 27 millions de Russes. C'est un Russe sur 6 pratiquement. La prise du Reichstag a été faite par les soldats russes le 2 mai 1945. Donc, ça rejoint ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire on est en train de faire du négationnisme, puisque le mot est à la mode. Il y a aussi une forme de négationnisme. Il y a une forme de négationnisme total et c'est également une manière aussi de nier le rôle de tous ces Ukrainiens qui étaient dans l'armée rouge et qui se sont battus contre le nazisme aussi parce que eux aussi existaient. Et l'Ukraine actuellement, en tout cas ce pouvoir fantoche qui est mis en place, ne célèbre que les collaborateurs nazis et refuse l'autre partie de son histoire qui est celle de ces Ukrainiens qui faisaient partie de l'armée rouge dans laquelle il y avait tous les peuples de l'Union soviétique à l'époque et qui luttaient contre le nazi. Donc il y a une forme de simplification et ils oublient également une chose, c'est que ces nazis se sont battus également contre les Ukrainiens. Et ses collaborateurs nazis sont battus contre les Ukrainiens. Donc il y a une négation de sa propre histoire et de ses propres ancêtres. Merci Karine Béché-Golovko. Voilà, l'émission de ce soir est terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir été avec nous encore une fois, Karine Béché-Golovko, d'avoir nourri et enrichi l'échange juriste et politologue à partir de Moscou. C'est là où vous interveniez. Merci encore et à bientôt. L'information continue sur Al24 News.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée. Je vous dis à demain.